Welcome, everybody. We are just giving everybody a minute or two to finish joining us, and then we'll get started. All right, everybody, I'm going to get us started. Thanks again for everybody who has made it to today's opening session. Just going to put a slide up already. Let me do that before we get started. There we go. I hope you can all see that. If there's any problem, please let us know. Welcome, everybody. Before I get started, please note that interpretation is being provided in Spanish, French, Russian, and Arabic. If you want to use any of that, please click the language that you would like. Bienvenue tout le monde. Veuillez noter que l'interprétation est assurée en espagnol, français, russe et arabe pour cette session dans vos commandes de réunion webinaire. Cliquez sur Interprétation. Cliquez ensuite sur la langue que vous souhaitez entendre. Nous sommes ravis de vous avoir ici pour la première des 8 sessions de la série Health Talks sur nutrition, alors que nous nous préparons pour le sommet Nutrition for Growth. Mon nom est Saul Guerrero et je serai le modérateur de ce webinaire aujourd'hui en préparation du sommet N4G. Le département de la nutrition et de la sécurité alimentaire de l'OMS et la section de la nutrition de l'UNICEF du groupe du programme organisé cette série d'événements virtuels axés sur l'amélioration de la nutrition grâce à une approche multisystème. Les événements de la semaine mettront en évidence les principales priorités et actions que les pays puissent prendre pour prévoir, éviter et mettre en œuvre des actions nutritionnelles essentielles dans le système de la santé et promouvoir une alimentation saine et sûre pour assurer la santé et le bien-être de toutes les personnes. La session aujourd'hui est sur l'identification précoce et le traitement de l'émanciation. Les principaux objectifs de la session sont de présenter les engagements nationaux ambitieux et percutant le N4G par 3 pays, Haïti, le Pakistan et les Philippines. Avant de commencer le webinaire aujourd'hui, j'aimerais informer tout le monde que cette session est en cours d'être enregistrée. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Il y a un engagement pour réduire l'émanciation d'ici l'année 2025. Et pour continuer la tendance vers la réduction, nous voulons qu'il y ait moins de 3% de personnes en souffrant de problèmes d'émanciation. Parce qu'on a maintenant les cibles, il y a
il y a eu un grand changement. Depuis l'année dernière, on voit que 6,7% des enfants âgés de moins de 5 ans ont été affectés. Ça a changé depuis des années et si la tendance continue, nous aurons peut-être de la difficulté pour atteindre les objectifs de développement durable. Nous avons la possibilité, nous pensons qu'avec les priorités, nous pourrons voir une tendance positive d'ici l'année 2030. Il y a aussi des bonnes nouvelles. Nous avons pu voir des avancements quant aux enfants qui ont pu avoir des traitements nécessaires. Dans l'année 2012, on a doublé la quantité des enfants, plus de 2 millions qui ont pu obtenir des traitements nécessaires. Nous n'avons pu avancer comme on le voulait quant à la prévention de la situation, mais on a pu faire des grands avancements pour qu'il y ait les traitements nécessaires pour les personnes qui en ont besoin. Les succès, c'est le résultat des traitements, des services, des modèles. Pendant ce temps, on a vu l'engagement partout dans le monde et dans plus de 70 pays, ont eu des implémentations nécessaires et c'est pour ça qu'on a pu voir une augmentation des enfants qui ont pu recevoir les traitements. Rapidement, on voit les chiffres qui augmentent quant aux l'émancipation. L'année dernière, on a vu plus de 138 millions de personnes et il y a beaucoup plus qui sont découvertes lors des vérifications pour les référer au traitement nécessaire. Ceci est essentiel pour continuer avec la tendance. La vérification est importante. Le dépistage est essentiel. Ça devrait se pratiquer comme les thermomètres avec les outils pour que les parents puissent chercher les services quand c'est nécessaire. Il y a une augmentation de femmes et d'autres personnes qui doivent savoir quand il est nécessaire d'obtenir l'aide nécessaire. Ce que nous voyons sur le thème de l'émancipation, on fait des progrès, oui. Donc, la question est qu'est-ce que nous pouvons faire pour acquérir de l'élan, pour accélérer les traitements? Bon, le plan d'action global qui a été lancé pour le secrétaire général des Nations unies dans l'année 2018 nous présente une opportunité unique pour transformer l'approche. Ça représente des efforts coordonnés pour harmoniser la réponse globale et ils sont spécifiques quant aux actions qu'on doit prendre. Une des parties les plus importantes du plan d'action global, ce sont les 4 objectifs pour voir les résultats. 1, réduire l'incidence de des enfants qui naissent avec moins de poids nécessaire. On voit les autres sur l'écran aussi. On doit voir des améliorations de la situation et les risques des personnes qui naissent avec des difficultés. Les services d'assainissement, ce sont aussi nécessaires pour avoir l'amélioration de la santé, aussi l'allaitement. Ça fait partie des actions nécessaires pour que les enfants puissent être protégés. On doit aussi chercher les services de santé nécessaires pour les
monde. Ce cadre d'action a été lancé dans l'année 2020. C'est les cadres autour du monde pour avoir un agenda pour résoudre cette situation. Aujourd'hui, on va passer la session en discutant les cadres d'action pour avoir un type de roadmap pour les actions. Aujourd'hui, on vous donne l'occasion de comprendre l'engagement nécessaire pour les soutiens nécessaires pour les pays et vous pouvez poser vos questions sur les processus pour avoir une discussion ouverte et riche sur les chemins à suivre et comment donner le soutien aux pays pour continuer à développer leur stratégie. Pour commencer, je vais inviter les premiers panélistes, Dr. Massoud Ahmed du Pakistan, pour parler sur les actions clés pour la prévention de l'émancipation chez les enfants. Allez-y, est-ce que vous m'écoutez? Oui, merci. Merci beaucoup, Saul, pour cette opportunité pour présenter ce que nous faisons au Pakistan pour réduire l'émancipation dans notre pays. La suivante, s'il vous plaît. Cette première diapositive nous montre les tendances pendant les dernières années. Comme vous les voyez, dans l'année 1965, on a montré 11%. Et ça a commencé à augmenter cette tendance. Durant cette période, on a vu aussi moins de progrès. Malheureusement, on a vu une augmentation dans cette période et nous allons continuer à discuter cette situation sur l'émancipation. Cette diapositive nous montre la population mondiale, comme vous le voyez, 17,7% nous montre, on voit la différence 17,7 versus 8,0 quant aux services disponibles. Si nous voyons aussi, on ne voit pas beaucoup de différences. La prévalence et les pourcentages 6,9. 18,6, on voit aussi que ça augmente dans les zones rurales. Mais ici, on a vu les comparaisons dans les zones rurales versus les zones de cité. Ici, nous voyons 3 régions et ils ont pu aider moins de 10% de la population. Dans les autres provinces, on voit une haute prévalence, 23,2%. Et on a eu des progrès dans les dernières 6 années, mais encore une fois, les niveaux d'insécurité et pauvreté dans ces provinces ont causé des difficultés. Dans ces régions, on a pu voir plus d'affectation, spécifiquement dans les pays, notre pays, Pakistan. Quels sont les engagements? Pakistan est un des pays qui est engagé pour la réduction dans les prochaines années.
Nous allons augmenter l'allaitement, la situation de l'allaitement, 55%. Et aussi, nous voulons augmenter la couverture des services pour plus de 50% des enfants. Ici, nous voulons augmenter la santé des enfants, 65%. La prochaine, s'il vous plaît. Ici, nous voyons des actions que nous pouvons entreprendre pour atteindre les objectifs nécessaires. La gestion de l'émancipation a été essentielle. On a développé une stratégie dans l'année 2019 et aussi sur les programmes de nutrition, une gestion de l'émancipation comme une partie intégrante. Et bientôt, nous allons lancer une initiative, la première pour la gestion de l'émancipation comme une partie intégrante. Le Pakistan se prépare avec une feuille de route pour les années 2021-2025 et l'allaitement maternel est un point à considérer. Nous allons aussi augmenter les actions de gestion, 10%. Nous voulons augmenter cette action en 50%. Les finances, nous voulons augmenter aussi les ressources humaines. Et j'ai bien mentionné que nous avons développé et nous allons commencer à lancer un plan avec 15 millions. Nous voulons, notre cible, ce sont les femmes et les enfants âgés de moins de 5 ans. C'est les plans financiers les plus grands qu'on a lancés au Pakistan. La prochaine, s'il vous plaît. Nous allons aussi commencer des guides pour la gestion de l'émancipation. Les RUSF et les RUTF ont fait des gestions pour aussi réduire les coûts pour les aliments. La planification multisectorielle pour réduire l'émancipation au niveau provincial et au niveau du pays sont mises en œuvre. Nous allons des programmes pour augmenter les capacités avec divers programmes. Des aliments nutritionnels sont aussi fournis. Ces aliments nutritifs sont essentiels. Au niveau provincial, on a un lien avec les programmes humanitaires pour améliorer les interventions dans ce sens. Les urgences, dans les situations d'urgence, on offre de l'aide pour les enfants en focalisant les réponses nécessaires. Les choses dont nous avons besoin pour augmenter l'approche, spécialement la nutrition maternelle, les stratégies pour nous voulons avoir les supports pour les traitements, en dépit du fait que on a des programmes en place. Il y a encore de nombreux enfants qui souffrent d'émancipation au Pakistan. Nous allons donner le soutien au programme de mise en œuvre pour améliorer la situation du pays et aussi la comptabilité. Merci beaucoup. C'est tout de ma part. Very much, Dr.
du Pakistan. Merci, Dr. Massoua. C'est bien de connaître l'expérience du Pakistan. On a des questions dans la- pour, mais nous allons attendre jusqu'à ce qu'on ait écouté notre collègue aux Philippines. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Je sais que c'est tard dans votre pays. On apprécie votre temps pour partager l'expérience des Philippines. J'espère que vous pourrez partager votre écran. Merci. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à partout dans le monde. Mes salutations de l'OMS, UNICEF. On vous remercie de l'invitation pour aussi partager et connaître les expériences des autres pays. Notre présentation va mentionner les efforts des pays pour reconnaître l'émancipation précoce. Et il manque aussi beaucoup à faire et on espère que cette discussion va aider à clarifier comment nous pouvons continuer à avancer nos stratégies au niveau local. La prévalence de l'émancipation, selon les études de l'année des années 2015 jusqu'à l'année 2019 sont comme il suit. 7,1 dans l'année 2015, 5,6 dans l'année 2018, 3,7%, ça fait partie de notre ODD. Nous avons aussi les plans d'action pour la nutrition aux Philippines. Dans cette situation, nous avons des stratégies spécifiques. Sur les PIPAN, nous avions beaucoup de cibles pour l'émaciation, l'anémie, les retards de croissance, etc. Et dans l'année des années 2017 jusqu'à l'année 2022, nous voyons les cibles 7,1% jusqu'au 5%. Nous voulons réduire les tendances. Nous avons le contexte de développement humanitaire pour les inclure dans les autres secteurs d'intervention. Nous avions dans le contexte humanitaire des docteurs sans frontières, l'aide internationale de l'UNICEF, qui ont travaillé aux Philippines. On a vu aussi les World Food Program, WFP. Ils ont tous participé et maintenant on a l'intégration du Philippines. C'est une stratégie qu'on a adoptée dans l'année 2015 pour répondre au problème de la malnutrition. L'idée, ce n'est pas vraiment avoir un programme, un paquet, mais c'est vraiment pouvoir faire le lien avec d'autres interventions comme les WASH, la partie sociale, l'agriculture, pour pouvoir avoir le traitement d'une façon durable. Les histoires historiques, je vous montre maintenant, on a commencé comme une réponse humanitaire dans l'année 2019. On a pu évoluer pour avoir un programme plus complet.
Nous sommes en train de mettre en œuvre les stratégies. On a pu avancer beaucoup dans les premières 3 années. On a eu une loi maintenant pour les diètes adéquates pour les enfants. Ça a commencé dans l'année 2018 et ça met en action l'engagement pour avoir un traitement nécessaire pour la malnutrition. Une année après, on a pu signer les documents de santé universelle qui nous parlent sur les interventions de façon plus complète pour les Filipinos, pour les priorités nécessaires. Ça focalise aussi sur les systèmes du gouvernement et de la société en général. Notre stratégie de PINAM nous demande aussi d'agir selon les 2 lois qui ont été acceptées pour la stratégie de santé publique. On a eu un comité de haut niveau et on a dû parler pour réduire la difficulté, les personnes qui ont eu poids insuffisant à la naissance, 10,2%. On a augmenté l'allaitement, on a pu augmenter aussi les services, 50%, et on a pu aussi avoir les services essentiels pour 100% de la population. Vous pouvez voir cette situation pour le traitement primaire. Quant aux autres cibles mentionnées, on a 3% comme des cibles. Maintenant, on est sur la ligne des bases, 6%. Aussi, les coûts annuels ont été estimés. On aura besoin de plus de 65 millions de dollars pour pouvoir respecter l'engagement. La population cible, nous voyons aussi ce serait spécialement pour améliorer la santé des enfants. Nous avons déjà pu avancer. On a pu aider plus de 363 millions de personnes. Quelles sont les actions qu'on a prises pendant les dernières années? Les gouvernements ont donné plus de 135 dollars pour la mise en œuvre des actions en considérant le roadmap pour pouvoir augmenter la situation. Dans le contexte du Philippines, le gouvernement a des politiques et des stratégies, des standards et avec les agences, mais la plupart des interventions sont pour les gouvernements, de la part du gouvernement local, avec l'aide du secteur privé. Des services, on a pu avoir pour pouvoir aider les femmes en grossesse et pour réduire les poids insuffisants à la naissance. On a pu
aussi aider avec la malnutrition sévère. Nous sommes en train aussi d'avoir des commodities comme les F-75, les F-100, RUTF, RUSF pour la gestion de la malnutrition sévère. On a pu aussi augmenter la qualité des SAM, ITC et OTC en collaboration avec les gouvernements locaux. Et on voit aussi un paquet pour, avec l'aide de l'assureur national. Les services pour MAM et SAM sont disponibles pour divers installations. Aussi, on a pu avoir des autres services de façon intégrée pour les processus qui continuent. Et ça veut dire que nous voulons passer d'une phase de programmation pour passer à une base de renforcement, une situation de renforcement. Pour atteindre les objectifs d'autres niveaux, le gouvernement aussi est en train d'implémenter les projets ou les terminer avec un budget de plus de 253 millions de dollars. Ici, nous voyons l'intervention du Scale-up et nous avons un autre élément implémenté sera implémenté pour le département du bien-être social pour avoir plus des aliments sensitifs, de protection, pour faire attention au wash aussi. Et nous allons aussi faire le suivi et l'évaluation. Nous essayons de terminer avec les actions nécessaires pour le renforcement des 4 secteurs. D'abord, la promotion de la santé, les installations de santé, les services et la troisième, les systèmes d'information de santé. Et en général, les quatrième zone est essentielle pour les autres services. Les chefs des autorités pourront aider avec la situation de la malnutrition. Au niveau national, nous sommes aussi très agressifs quant à la promotion de la santé. On a vu la situation, on a fait les changements. Maintenant, on voit les comportements, pas seulement des individuels, mais on va renforcer les communautés, les écoles, les centres d'attention pour que nous pourrons vraiment aider et décider quelles sont les actions nécessaires. Parmi nos priorités, nous allons mentionner les suivants: l'élément de la malnutrition, les diètes, les activités physiques. Par exemple, voici quelque chose, des choses que nous faisons. L'action de priorité, le numéro 1, la diète et l'exercice. Dans ce sens, on a eu les Playbox. C'est une guide complète pour l'implémentation des programmes pour la promotion de la santé. Ici, on a une promotion qui nous montre comment établir des installations dans les communautés et comment faire
avoir des aliments sains, des guides, des pratiques de budget pour qu'ils puissent même transporter les aliments vers quelques lieux. Et on a des matériaux aussi qu'ils peuvent utiliser pour donner le soutien à la communauté locale. C'est comme un toolkit qu'ils peuvent utiliser. Aux Philippines, qu'est-ce que nous voulons? Atteindre les objectifs à haut niveau, avoir des budgets additionnels en dépit de ce qu'on a présenté. Et ça, c'est nécessaire pour pouvoir donner de l'aide additionnelle et les ressources nécessaires pour les Philippines. Le support doit être plus agressif pour les changements sociaux, les stratégies, les guides pour continuer les formations aussi, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, ça améliore avec les partenaires pour pouvoir avoir un marché local avec les gouvernements locaux qui aient les ressources nécessaires pour pouvoir les acheter et aussi du marché local. Ici, par exemple, on n'est pas quelques ressources disponibles dans les pays et le gouvernement sera l'agence qui devrait aller vers les marchés internationaux pour pouvoir fournir les éléments qui ne sont pas disponibles. Ça veut dire qu'on doit pouvoir acheter aussi à l'interne, ils pourront aussi acheter les choses nécessaires après avoir résoudre le problème. Nous allons améliorer la stratégie au niveau local. Merci de votre attention et nous espérons pouvoir apprendre des autres pour avoir un meilleur résultat aux Philippines. Merci, on apprécie votre intervention. Merci tout le monde de vos questions. Nous allons les répondre dans quelques minutes. Je vais passer à ma collègue le micro pour continuer. Malheureusement, on a des difficultés avec quelques panélistes qui ne pourront pas nous accompagner. Mais avant de passer aux questions, j'aimerais demander ou poser des questions. Docteur Ahmed, quand on voit l'expérience au Pakistan, qu'est-ce que vous pensez qui cause la difficulté pour vraiment pouvoir réduire l'émanciation chez les enfants? Quels sont quelques facteurs qui sont en train d'affecter les priorités que vous avez mentionnées dans votre intervention? Comment agir pour pouvoir réduire la prévalence dans Thank you so les much. années qui The suivent? issue is that Merci, Sam. the increase in the number is partially L'augmentation des cas, increased in Pakistan during the past few years, and there are multiple reasons on for a that. pu voir quelques And tendances dans les partially dernières années et il y a quelques raisons. non-coverage of La opportunities and non, non, I mean, par inability exemple, to le aim manque de local possibilités so de much réduire much la situation dans les pays. in On the a last five to vu ten years. des pays Very dans les recently, années, under the leadership of the Prime Minister, the on next a vu une Minister of augmentation des cas et on n'a pas pu répondre à à la situation. prepare a comprehensive On n'a plan pas pu préparer un plan complet not only pour for pediatric éviter la elderly people malnutrition, but pas seulement we have pour seen les enfants, mais aussi pour les the filles government adolescents. has introduced a On a comprehensive plan and eu is des, covering 30% of the country on va essayer de couvrir 30% de la population mondiale, à peu près for 17 ou 20 70 for millions de children and personnes. almost 35 to Nous, 40%. So we have covered very well 35-40% pour whatever les guidelines contain.
l'émanciation. On a établi de haut niveau pour la réduction. Et pour les Pakistan, récemment, on n'a pas vu une augmentation en regardant les chiffres 5%. Avec ces ressources qui ont été disponibles avec les ressources provinciales et les partenaires qui travaillent dans les divers contextes humanitaires, nous pourrons réduire les cas par 50% au moins dans les prochaines 3 ou 40 années. Dans les cas aux Philippines, je me demande si vous pouvez aussi répondre. La partie de la législation, les lois que vous avez mentionnées qui ont créé l'espace pour éviter ou attaquer l'émanciation. Et en regardant tous les cadres juridiques, quel a été le processus pour mettre la nutrition au centre comme priorité? Et quelle est la différence que vous voyez maintenant que vous avez les lois, les expériences, comment vous avez pu avancer avec la législation et qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'améliorer avec la loi? Merci beaucoup. Je pense que nous avons une CSO très forte, une organisation au pays très forte. Et nous avons pu augmenter ou améliorer la situation dans l'année 2018. Nous avons pu voir les nombres des enfants qui ont reçu l'aide avec les partenaires de développement et les autres partenaires. Ce sont des aspects très importants. Les SAM et les MAM, ces interventions venaient en aide. On a eu des guides de l'UNICEF et de l'OMS, mais on a eu aussi de l'évidence locale. Il a été aussi important de voir les navals qui a aidé pour l'implémentation du projet SAM. Et ça a été avec l'aide du président. Et enfin, je pense qu'il a été bien. On a eu les ressources nécessaires et on a eu les membres de la communauté médicale. Ce n'était pas juste l'advocacy ou les plaidoyers, mais les médecins ont beaucoup aidé aussi. Ça a facilité les choses et quand vous pensez aux lois de base, je pense que si vous pensez aux défis, aux challenges, bien sûr, la loi est là, mais est-ce que nous allons avoir les budgets pour la mise en œuvre? Donc, je pense que on a eu aussi des officiers ou à haut niveau qui ont pris en compte le projet. On, on a eu aussi beaucoup de travail de advocacy ou plaidoyer par les partenaires, les agences des Nations Unies et nos partenaires financiers ont vu les grands effets sur l'économie avec les programmes du retard de croissance. Ça a ouvert les portes avec les projets pour aider avec la malnutrition, particulièrement les projets
nous a permis de voir l'importance d'une bonne action de plaidoyer, les évidences aussi qui nous montrent les expériences au niveau local. Merci beaucoup, Dr. Beverly. C'est une approche intégrante. Merci. Et maintenant, je vois toutes les questions. Je vois que les participants ont beaucoup de questions pour vous autres. Maintenant, Marie-Margrethe va aider avec la session des questions. Merci. Je suis ravie d'être ici et je suis contente de voir qu'on voit les plans au niveau du pays. Et Dr. Ho, Dr. Ahmed, merci. Votre pays voit les priorités du pays et je vous encourage à vous autres à poser vos questions dans les chat box et nous allons essayer y répondre. On a des questions avec des thèmes particuliers et il y a d'autres qui sont plus générales. Dr. Ho, on l'a écouté. Est-ce qu'on a pu apprendre des leçons sur les WASH, la protection sociale, l'éducation et le secteur de développement pour les enfants? Bon, on est en train de faire la mise en œuvre, mais nous savons que la stratégie a été un peu difficile et les divers programmes comme la vaccination, ça devait avoir la participation de diverses personnes. On doit faire plus d'intégration et nous devons maintenant développer les outils pour pouvoir atteindre l'intégration. On a lancé les manuels d'intégration récemment et ça veut dire vraiment que nous voulons aider pour que les personnes puissent savoir qu'on ne travaille pas d'une façon séparée, mais c'est vraiment qu'on doit travailler ensemble. Je dois aussi dire qu'aux Philippines, nous avons les ministères de santé et on a les conseils de nutrition séparés et c'est un travail interagentiel. Dans les années, on a eu les travaux qui ont été doublés et maintenant, on essaye vraiment de travailler pour qu'on ait plus d'actions pour la sensibilisation de l'intervention de nutrition et de l'intervention spécifique du secteur santé. Du point de vue du gouvernement, ça va être aussi important de maximiser les agences qui puissent travailler pour améliorer la situation. Et enfin, il est important d'avoir les supports à un haut niveau politique. Pendant les années préalables, on a eu des difficultés pour avancer parmi les agences. On essaye de mettre tout le monde ensemble et cette idée a été lancée à un haut niveau, les cabinets, les secrétariats. Et basiquement, si vous les pensez bien, il n'a pas une importance technique, mais c'est vraiment avoir la participation de tout le monde. Donc, je pense que voici les choses qui peuvent nous aider petit à petit pour atteindre nos objectifs, même s'ils ne sont pas parfaits.
Merci, docteur Beverly. Docteur, maintenant votre perspective au Pakistan sur l'intégration avec les autres agences ou secteurs. Real challenge in the past also. Merci, ça a été un challenge, un défi dans les dernières années. La stratégie provinciale a été développée dans l'année 2012 et la stratégie nationale dans l'année 2019. Malheureusement, on n'a pas dépassé les niveaux de planification, mais on a eu deux bons exemples. On a piloté dans quelques districts et on a pu augmenter ou améliorer la nutrition pour pouvoir travailler avec les secteurs de l'éducation et la réponse a été magnifique. On a pu bien avancer dans quelques districts et on va les mettre en œuvre dans des autres secteurs aussi. On a travaillé dans 10 provinces et on a travaillé avec l'eau, l'assainissement, le wash, etc. La réponse a été positive et je pense qu'on doit avoir plus de fonds des Nations Unies pour pouvoir améliorer la situation. Nous devons commencer à avoir l'engagement de divers secteurs. Nous avons des plans ambitieux et on espère avoir une bonne planification et les cadres d'action pour pouvoir développer dans les prochaines années beaucoup de contributions, pour avoir des contributions du secteur nutritionnel. Merci, docteur Ahmed. Maintenant, une question pour les deux. Les interventions pour réduire l'émanciation, comment ces efforts ont aussi amélioré la situation du retard de croissance? Bon, je n'ai pas les chiffres spécifiques maintenant, mais peut-être que je peux le faire parvenir à la personne qui a posé la question. Mais notre possibilité d'aider les autres avec la diète d'une façon logique, on est ouvert pour les interventions du retard de croissance, considérant que nous avons une ligne de base très faible et nous pouvons recevoir de l'aide aussi avec les retards de croissance pour pouvoir faire la comparaison nécessaire et c'est l'impact qu'on essaie d'avoir. Oui, le partage d'informations aide pour pouvoir réduire les retards de croissance. Et docteur, je vois qu'au Pakistan, vous faites le lien entre les programmes d'émancipation et des retards de croissance. Oui, dans les dernières années, Marie, on a essayé de travailler avec les diverses stratégies et l'implémentation dans les services. Ça a commencé pendant les dernières années et demie et les programmes seront mis en œuvre à partir du mois de janvier de l'année prochaine et nous allons voir les résultats. L'idée, c'est que les mesures de prévention pour les deux difficultés ou les deux situations sont similaires, l'émanciation et le retard de croissance. On focalise sur la nutrition maternelle pour la prévention de l'émanciation et nous devons aussi les mettre en œuvre pour les retards de croissance. On focalise aussi sur les filles adolescents et on a une autre quantité de ces cas
au Pakistan, malheureusement, 50% parmi eux ont l'anémie. La malnutrition maternelle, on pourra aussi les faire réduire et aussi une bonne gestion de l'émanciation va aussi aider pour la situation de la malnutrition et du retard de croissance. Merci, docteur Massoud. Nous avons aussi des questions pour vous autres, docteur. Je vais poser des questions pour avoir rapidement votre réponse. Une question pratique. Est-ce que vous avez des programmes pour les traitements de l'émanciation, considérant le fait que ces situations ne font pas partie des priorités? Oui, le processus de l'évaluation technologique, maintenant, on voit plus de barrières, mais aussi, nous voyons la loi, l'importance de la loi, parce qu'on a une loi spécifique qui part sur ces services nécessaires pour les personnes. Oui, je pense on a dépassé ce stage parce que on voit l'assureur au niveau national et on a pu obtenir l'information ou les ressources au niveau national. Pour les TB, par exemple, on a les médicaments au niveau national et on a des autres éléments qui sont fournis pour les assureurs nationaux. Pour que quelques services puissent être couverts pour assureur national. Une question rapidement sur pour les Philippines, quel type d'éléments ou réponses, quel type des éléments vous achetez pour avoir vos réponses? Ça vient de l'UNICEF. Maintenant, une autre question. Les actions qui ont pu donner le soutien juridique. On a eu les membres du Sénat, des membres du Congrès. On a eu aussi l'aide travaillant à partir d'une commission pour offrir les rapports et si c'est nécessaire, nous devons aussi vérifier l'implémentation de la loi. Et chaque année, on a les budgets dans les processus. On a aussi eu des législateurs qui ont demandé si on a pu atteindre nos objectifs, etc., etc. Ça a été la façon d'avoir la participation de ces agences. Docteur O, je vous laisse vous reposer un peu et je passe maintenant au docteur Massu sur la pandémie, pendant la période de la pandémie, comment est-ce que vous avez pu gérer la situation? Dans les premiers 2 mois, on a eu du mois d'avril jusqu'au mois de juin, on a eu un confinement et on n'a pas pu offrir les services, mais dans les secteurs secondaires et tertiaires, les hôpitaux, on a pu offrir quelques services. On a eu des centres d'isolement pour les COVID et ça a duré 4 à 5 mois et on a eu des discussions avec les MCOC, l'agence au Pakistan. On a pu
parler avec eux pour la gestion du désastre au Pakistan, pour que les centres de nutrition soient fonctionnels. On a préparé les guides pour les travailleurs de santé aussi. Ils ont reçu les mères et les enfants pour la gestion nécessaire et ça a bien fonctionné. On a eu l'aide de l'UNICEF, de l'OMS aussi pour la gestion de ces installations à, à partir de leur mandat et ça a bien fonctionné. Et on n'a pas eu d'interruptions de services dans les années qui ont suivi ou dans les périodes qui ont suivi. Merci, Dr. Ahmed. Et pour vous, Dr. O, aux Philippines, quels ont été les défis? On a eu des études qui ont montré que pendant les périodes de confinement, on a eu un risque de communication. Les personnes avaient vraiment peur. Et les mères aussi n'ont pas pu amener leurs enfants au centre local. Donc, le défi, ça affectait les services de base pour les petits enfants. Et on a eu une réduction de 40% dans l'offre de services et ça faire un changement des statistiques quant à l'allaitement maternel. Ça veut dire qu'on a pu adopter des mécanismes pour que les mères puissent avoir les interventions nécessaires. On a adopté l'approche simplifiée pour mesurer ou évaluer leurs enfants. On a changé la façon de vérifier la situation de santé des enfants pour pouvoir donner les nutriments nécessaires au lieu de faire une révision, vérification séquentielle. Et pour les vaccins, on a dû voir les activités pour que les services soient disponibles tout près d'eux. Merci, Dr. Ho. Et les questions, on reçoit les questions, beaucoup plus de questions maintenant. Quelles sont les leçons apprises quant aux SAM et puisqu'on a eu des stratégies d'implémentation pour l'émancipation que vous pouvez mentionner. Il y a chaque 5 années, on a des études et on dépend beaucoup. Mais quand on parle des données de services, nous sommes comme des autres pays en développement. On est en train de lutter contre cette situation pour avoir des données spécifiques sur les SAM et ça fait partie de l'investissement et nous allons assurer que nous allons donner les soutiens pour les systèmes et les lieux pour avoir des effets au niveau transversal pour aussi ne pas causer un système surchargé. Je dirais aussi que ça continue à être un gros problème. On a des retards de 3-4 mois du secteur de santé et on ne peut pas obtenir l'aide nécessaire à temps, de façon opportune.
Nous voulons continuer à donner le soutien et les préparer pour avoir des systèmes électroniques aggregatable, no? So meaning they're not submitting to us like in totals that we cannot pour qu'ils puissent donner l'information qu'on puisse, on pourra bien vérifier. Docteur Ahmed, quelles sont vos expériences au Pakistan, les défis, peut-être des leçons apprises pour le soutien de vos actions, pour augmenter la qualité des données? On a eu des problèmes, et vous l'avez bien mentionné, sur la programmation nutritionnelle. Ça a été un défi. Ça a été implémenté dans un pays où on avait des fois des interventions humanitaires et on a eu des provinces où ils travaillaient aussi pour résoudre leurs propres problèmes. Et l'UNICEF, basé avec leurs ressources, ils ont donné le soutien dans quelques districts et on a reçu diverses informations. Et comme je l'ai mentionné, on a eu l'implémentation des projets, les priorités dans d'autres provinces. Récemment, on a utilisé la situation d'urgence comme une façon de nous aider pour développer. On a pu développer des indicateurs pour la programmation et au niveau mensuel, nous voulons aussi, où nous avons développé des systèmes de gestion. Au Pakistan aussi, on a les initiatives de nutrition. Mais définitivement, nous obtenons des informations, on est en train de les évaluer et on utilise l'analyse, spécialement pour les pays qui travaillent avec nous. Ça, c'est important. C'est des fois difficile d'harmoniser les données et les temps. Comme je l'ai mentionné, si nous voulons obtenir des efforts pour le développement, les dashboards au niveau national et provincial, ça pourrait beaucoup nous aider. Nous allons essayer d'arriver, mais sinon, nous allons aussi faire les gestions nécessaires. Merci, Dr. Hamoud. Je pense qu'il y a une autre question pour vous, une question très intéressante sur les femmes allaitantes. Et peut-être que ce n'est pas les résultats, ce n'est pas toujours la mort quand on a des problèmes d'allaitement, mais je vous demande si vous avez des commentaires sur les pratiques, les priorités au Pakistan. C'est une question très importante. Je félicite la personne qui a posé cette question. Dans les dernières années, on a eu des points faibles, spécialement on a eu des morts, beaucoup des enfants en muraux. Il y avait des enfants qui ont été vraiment malnutris. On a focalisé l'intervention pour les enfants et les femmes adolescentes ou les filles adolescentes. On a une partie intégrante pour que toutes les filles ou les femmes qui cherchent des services vont aussi être aidées quant à la malnutrition pour fournir les aliments plus nutritifs. Nous reconnaissons le fait qu'une des raisons principales
pour la tendance globale contre l'émaciation et les retards de croissance. La base, des fois, c'est la malnutrition maternelle. On focalise sur ces stratégies et on a pu voir l'attention grâce à l'UNICEF et les partenaires. On a pu voir la possibilité de focaliser sur ces points pour que les gouvernements puissent prendre les actions nécessaires et on va vers dans le chemin correct maintenant. J'ai une autre question maintenant pour Dr. Ho et du Ouganda. On a mentionné les expériences de l'émaciation par les enfants âgés de moins de 5 ans. Est-ce qu'il y a un problème dans votre pays? C'est la question. Oui, et spécifiquement une de notre province, le Rajasthan, c'est une zone de désert. On a ce problème et un problème principal. Ce n'est pas juste l'émaciation et la sous-alimentation, mais ils ont aussi d'autres problèmes. Et il y a des centres de stabilisation qui sont en train de travailler. Des fois, on a juste l'émaciation et il faut les gérer, mais on ne doit laisser des enfants en arrière. Merci, Dr. Ahmed. Dr. Ho, nous voulons aussi comprendre, écouter vos commentaires sur la malnutrition, sur les enfants âgés de moins de 6 mois. Dans notre cas, notre principale intervention, c'est pour aider les femmes pour l'allaitement et ça donner une activation, amener à l'activation des groupes de support. Nous avons pu activer ce groupe et travailler avec eux pour que les femmes donnent l'attention nécessaire. Dr. Rowe a aussi mentionné l'augmentation des ressources pour les femmes en grossesse, aussi pour les adolescents, et ça pourrait aider pour aider l'avancement de ce programme. Oui, c'est l'intégration, l'interconnexion de systèmes. On a vu la santé comme un point central, mais aussi toutes les dimensions sont à considérer. Dr. Ho, je continue avec vous cette question intéressante sur votre expérience de coordination au niveau national et aussi la coordination avec les niveaux nationaux et les communautés. Merci, c'est un grand défi pour tout le monde. Et moi, je dirais au niveau central, le niveau du gouvernement, dans notre bureau, nous avons le point focal de nutrition, les points focaux pour les mères et pour les enfants. Et ça a été un défi de mettre tout le monde ensemble parce que tout le monde avait un travail spécialisés avec leur propre politique, mais il y a un grand effort pour le travail d'intégration. Et ce sont nos politiques pour pouvoir continuer à travailler ayant les clients dans la base. Dans ce cas, s'ils sont âgés de moins de 5 mois, on fait l'intégration au niveau national. Et les ministres de santé ont leur propre bureau dans quelques provinces aussi. Et au-delà de la région, on n'a pas plus de personnel. Au niveau régional,
nous pouvons continuer à travailler avec les agences du gouvernement pour les planifications et la coordination. Et au niveau de l'implémentation, c'est là qu'on a la principale participation en donnant l'assistance pour les finances, les rétroactions, pour donner les soutiens, pour donner la formation ou même les commodities. Basiquement, ce sont les interactions, mais les unions les agences au niveau local, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. Ils ont des discussions avec nous. Des fois, il y a l'isolement géographique et des fois, l'UNICEF fournit de l'aide, de l'appui dans ce cas. Avec votre expérience, docteur Massu, votre expérience sur la décentralisation. Dans l'année 2011, on a eu une loi sur les provinces avant d'avoir la santé comme au centre de la discussion. On a développé des stratégies et des guides et des lois et des standards, etc. Mais l'implémentation, je l'ai mentionné aussi, des autres secteurs qu'on a dû diriger, mais je pense que les provinces ont manque de la possibilité d'évaluation et d'implémentation, mais ils ont pu après développer ces points. Et au niveau provincial, la coordination a été faite. Je m'excuse, non, on a eu plutôt des plateformes pour les provinces et même au niveau du district. Les problèmes principaux ont été les ressources. Et c'est pour ça qu'on a eu les soutiens pour les programmes d'implémentation pour focalisant sur l'émancipation et les retards de croissance. Merci, docteur Massu. On est en train de terminer. Merci de votre question. Je suis impressionnée et je passe maintenant la parole à Sol. Merci, Maria. Merci, docteur Ho, docteur Ahmed, pour vos magnifiques réponses aux questions. Merci à tous les participants qui ont aidé avec vos commentaires, vos questions. On les apprécie. Et maintenant qu'on termine avec les webinaires, je passe la parole à Rita pour quelques commentaires. Merci, docteur Ho, docteur Ahmed. Merci pour le temps, pour la préparation de cette présentation. Merci pour avoir pris le temps pour expliquer vos expériences dans vos pays et pour les priorités sur l'émancipation et les diverses décisions pour une réponse coordonnée. Et maintenant, Zita, je passe le micro pour les commentaires avant de terminer. Merci, Sol, et merci aux orateurs pour la discussion très intéressante. J'ai des commentaires, des conclusions. J'ai 5 points. Le premier point, la détection opportune du wasting ou émanciation, ça devrait être une partie intégrante pour améliorer la nutrition, y compris toute façon de malnutrition, un système multisectoriel. C'est un point important. Le deuxième point, la détection opportune ou l'identification précoce et l'accès aux services de qualité pour éviter l'émanciation.
pour la prévention, la récupération, pour réduire la quantité des enfants qui ont besoin de ce type de service, pour réduire la mortalité et les conséquences de santé. Les interventions pour les traitements précoces doivent être basées sur ces évidences pour que le système de santé doivent être développé pour voir les écarts aussi des recommandations, les écarts et pour pouvoir avoir des recommandations basées sur les nouvelles évidences. Quelques exemples sur les thèmes qu'on aura pour le développement. La guide de l'OMS, c'est la réduction du risque des enfants pour déterminer ceux qui sont au risque. La mise à jour des recommandations sur les traitements et de l'émancipation, y compris les enfants aussi les modalités de santé au niveau communautaire, y compris le volontiers du secteur de santé et les travailleurs pour voir le travail nécessaire de divers contextes. Les guides opérationnels, les guides, les soutiens nécessaires pour donner le soutien au pays pour l'identification de l'émancipation. On a écouté aujourd'hui les pays qui ont mentionné les défis, les hauts coûts, et nous voyons des façons pour travailler avec l'UNICEF et les partenaires pour la reformulation, les évidences nécessaires pour avoir les possibilités pour la réduction des fonds, aussi la production nécessaire dans les pays pour la production locale, dans les marchés locaux, pour aider les gouvernements au niveau national. C'est le travail qu'on fait cette année et ça va continuer jusqu'à l'année prochaine. Concernant la prévention de l'émancipation, on a mentionné des mesures, des écarts, on les a mentionnés. Ce sont les 3 premiers résultats après les plans globaux d'action. On doit améliorer la nutrition maternelle. On a eu des commentaires sur les besoins de pas focaliser sur les enfants, mais aussi sur les femmes allaitantes, regardant les points de vue du cycle. Aussi, la prévention pour améliorer la santé des enfants, ayant plus d'accès aux services primaires, les services d'eau, assainissement et les services hygiène, les pratiques d'allaitement aussi pendant les premières années de vie des enfants. On a écouté des pays, comment ils ont pu avoir les engagements avec des cibles nécessaires pour avoir les résultats attendus. On va discuter à profondeur dans les autres sessions à venir. Les contextes humanitaires, on doit les garder à l'esprit. En termes de nombre et en considérant les augmentations de l'émancipation en relation avec l'insécurité alimentaire, on l'écoutait du Pakistan, on ne doit pas oublier les côtés humanitaires, les conflits, les dynamiques, l'impact du COVID, on l'a écouté, le climat extrême, etc. Dans les 2 exemples, le contexte humanitaire a été au centre des discussions et comme Dr. E aux Philippines l'a mentionné, on a commencé avec les côtés humanitaires pour passer à l'intervention plus ample au niveau gouvernemental. Le Pakistan est affecté ou quelques secteurs ou territoires sont affectés par des
situation humanitaire qu'on doit peut-être traiter d'une façon différente. Bon, c'était le deuxième point, très long, oui. Maintenant, le troisième, les investissements pour l'engagement dans les pays en développement pour le traitement de l'émancipation des enfants. Cette situation est reconnue maintenant pour les pays comme une façon de réduire l'émancipation et aussi les retards de croissance. On l'a vu, les engagements, les priorités clés, Pakistan les a mentionnés pour avoir les interventions essentielles et pour assurer la réduction aussi de l'émancipation, le renforcement des capacités, les produits nécessaires, l'évaluation pour la détection et l'identification précoce et aussi voyons les cycles, l'approche cycle du vie. Deux pays ont mentionné les considérations financières. Nous avons écouté comment ils ont pu avoir l'engagement du gouvernement pour les finances. Les deux pays, aux Philippines et au Pakistan, et les autres soutiens aussi. Mon quatrième point, il y a une grosse opportunité au niveau du pays, pas seulement pour avoir un engagement pratique et approfondi, mais aussi l'intégration des actions dans la santé pour le traitement de l'émancipation et pour avoir aussi des aliments nutritifs, des diètes nutritives. Et c'est le côté de la prévention. Et l'opportunité, ce n'est pas juste pour le développement de l'engagement, mais aussi pour renforcer les partenariats et pour travailler avec les parties prenantes clés pour aider les gouvernements avec les suivis et les plans d'action basés sur l'engagement, les besoins d'identifier de mécanismes de financement innovants. Mon dernier point, l'appel à l'engagement, ce n'est pas juste pour les processus de l'année 2030, mais n'importe quel pays qui cherche la réduction de l'émancipation du retard de croissance. On a vu deux pays qui peuvent inspirer les autres pays pour faire les engagements nécessaires pour la réduction de l'émancipation et pour réduire la mortalité et augmenter le bien-être, spécialement de mères et de ses enfants. Merci. Je passe le micro à Sol. Merci, Zita. Ça a été fantastique, vos notes pour terminer le webinaire. Dr. Ho, Dr. Abnet, merci pour nous aider avec vos commentaires du Pakistan, aux Philippines. On reste ici à votre service pour vous aider avec l'incroyable agenda que vous avez pour aider avec la situation de l'émancipation dans votre pays. Merci à tous les participants. Merci à tous ceux qui ont posé des questions et qui ont fait des commentaires. Merci Marie pour avoir aidé aussi pour faciliter les questions et les réponses. Zita, merci Jordan pour organiser et pour préparer la session et bien sûr aux interprètes qui ont été en train de traduire pour nos collègues autour du monde. Merci à tout le monde pour nous aider à faire un événement accessible et riche. Maintenant, je dis bonjour tout le monde et dans une demi-heure, on aura la suivante session sur la promotion de l'allaitement. J'espère pouvoir continuer à travailler avec vous sur ces points d'émancipation et pour éviter le retard de croissance partout dans le monde. Merci.